Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition série qui sera consacrée au 7e épisode de la 2e saison du Mandalorian, ou si vous préférez le chapitre 15, donc qui s'intitule Le Repenti. Ici Francis, et pour discuter de cet épisode, je suis accompagné de Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Francis, bonjour les auditeurs. Et rapidement Sylvain, quoi de neuf côté Star Wars ces temps-ci? Eh bien, j'ai fini le livre du collègue d'Outrider, Thibaut Claudel. Ouais, moi je suis en attente de livraison du mien, ouais. Il arrive quand, tu sais quand? Ben, je pense qu'il n'a pas encore décollé de France, là, mais il est supposé traverser l'Atlantique bientôt. Là. D'accord. Moi, je l'ai terminé, là. J'ai beaucoup aimé. J'espère que ça te plaira. On essaye avec... j'attends le go de Sébastien Galano, qui l'a aussi, qu'il est terminé. Et puis on va enregistrer donc A4, Sébastien, Thibaut, moi et un invité mystère. Je garde la surprise si ça se fait. Super. C'est quelqu'un que je suis pas sûr que côté Canada vous le connaissiez. Côté français, si c'est quelqu'un, si vous écoutez la radio, si vous si vous écoutez certains podcasts des collègues de la commu, c'est quelqu'un que vous aurez déjà entendu sa voix quelque part. Excellent ça, fait que là les gens vont commencer à y aller par élimination, c'est excellent. Ouais, ben j'espère que ça va pouvoir se faire. Mm-hmm. Il a dit qu'il était partant, il y a plus qu'à faire. Super. Puis moi, j'ai très hâte, effectivement, d'avoir ma copie pour lire ça. J'étais très, très intéressé suite à l'entrevue que tu avais fait avec Thibaut. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Bien hâte de lire son œuvre. Ouais. En plus, moi, ça m'a... je pensais pas qu'on avait plein d'opinions, en fait, convergentes avec sur plein de sujets là-dessus. Mm-hmm. Il est... le bouquin, j'aime beaucoup. Comme d'hab, c'est pas dit que je le relirai tous les 4 matins, c'est pas un roman, mais ça se lit quasiment d'une traite. C'est très bien fait. Il a un art du teasing, le petit Saligo, en fin de chapitre ou autre. Il est doué, hein, le petit Thibaut là. Ok, t'arrives pas à te coucher, il faut absolument que tu commences le chapitre. Ah ouais, tu continues. Non, et puis tu sais, c'est toujours des tournures de... les 2-3 dernières phrases, le truc qui te donne envie d'y retourner, il laisse les 3 petits points. Franchement, bravo au gars. Ah, tu as bien hâte de lire ça, ne serait-ce que pour tout le travail de recherche là, qui a l'air d'être en profondeur. Là, donc, Ah ouais, il a... Et je pense, est-ce qu'on a mentionné le titre? Peut-être dire le titre aux auditeurs? T'es chier si t'avais vu la longueur. Alors, le mythe Star Wars, attends, c'est quoi ça 7, 8 et 9, Disney et l'héritage de George Lucas. Ouais, mais c'est pas un titre de film, Sylvain. Les livres, on peut se permettre, surtout quand c'est des travaux comme ça, là, quasiment académiques, là, donc... Ouais, mais bon, si on pouvait passer moins de 30 secondes à dire le titre, ce serait pas mal. Bon. Écoute, moi de mon côté, de la nouveauté qui va peut-être te parler un peu, je suis pas dans la collection Black Series de toutes les figurines, tout ça comme toi, mais moi je me limite au casque. Et j'ai réussi à mettre la main sur le tout premier casque Black Series qui était sorti en 2015 ou 16, si je me trompe pas, donc c'était le Kylo Ren. Et il y a pas mal, là. J'avais pas vraiment espoir de mettre la main dessus, là, parce que c'est ça fait longtemps qu'il est sorti. Et il faut avouer que la qualité aussi était moindre à l'époque, si on peut dire, là. Dans le sens que c'était le premier, donc c'est ça. Le prix aussi, là, était moindre, mais ils sont de plus en plus chers. Mais la qualité de mieux en mieux. Donc c'est ça, en termes de plastique, tout ça, on voit que c'est quand même... il y a une marge, là, mais il y a quand même de la gueule, là, avec tout le chrome là, sur le devant. Donc, et c'est ça, je l'ai trouvé pour une bouchée de pain presque, si on peut dire, là, ici à Québec. Donc,
C'était pas un collectionneur qui l'avait, là, c'était vraiment le père d'un jeune, là, donc c'était un peu plus comme un jouet. Il a dû l'acheter pour son fils. C'est ça, exactement. Le fils, il a pas aimé les films, allez hop, papa reprend ça. Ben ouais, c'est ça, où il y a toujours la période où les jeunes vieillissent, hein, et donc c'est ça, ils se désintéressent avant de revenir plus tard. Ouais. On s'est tous débarrassés de nos jouets et compagnie. Ouais, et ça fait notre bonheur. C'est ça, exactement. Donc ça me fait mon 7e, là, dans le fond, les seuls qui me manqueraient depuis le début, ce serait des variantes de Stormtrooper. Fait que je sais pas si à quel point ça vaut la peine que je cours après. Là. Surtout des variantes de Stormtrooper qu'on n'a jamais vues à l'écran dans aucun film, émission, tu sais, que c'était juste dans Battlefront. Fait que à ce moment-là, c'est ça, c'est moins. J'ai moins. Si je tombe dessus, une occasion, c'est sûr, je vais les prendre. Ouais, une occasion à bon prix, tu prends, mais sinon tu cours pas après. Exact. Là, par contre, il faut que je trouve la place pour l'exposer parce que je commence à manquer de place. Ben, c'est vrai que moi, c'est plus la figurine Black Series. Les casques, même si j'ai servi pendant quelques semaines de reseller à des casques Black Series pour un de nos collègues. Si je devais, comme d'hab, à mon avis, ça va pas t'étonner, mais si je devais prendre un casque Black Series, ce serait du clone. Mm-hmm. Il y en a pas eu encore. Un casque de clone. Donc, mais c'est pas dit qu'on va pas en avoir, là. En tout cas, les 2 prochains annoncés, c'est encore une fois, c'est pas du prélogie, là. Mais je serais pas surpris que tôt ou tard on ait Rex, là, ou quelque chose comme ça. Moi, ça m'irait du Clone Trooper, de l'Arc Trooper, ou même, espérons, du Commando, du République Commando. Je le trouve... ouais, ça, il y a de la gueule, là, avec la lumière bleue, là. Ouais. La visière toute bleue, le truc assez massif. Un truc zéro crédible du point de vue militaire, par contre, là. Mais c'est ça. Qu'on voit à 1 kilomètre, là. C'est ça. Non, mais de toute façon, si tu regardes bien, on n'arrête pas de dire que dans les casques, si on le voit même dans Mando, t'as des lunettes de vision nocturne, t'as comme le Predator, t'as plein de visions, machin. Ouais. Ces couillons-là continuent de foutre des lampes torches sur leurs armes et leurs casques. À quoi ça sert? Exact. Ah, d'accord. Mais ceux qui le sauraient pas, là, je disais les 2 prochains annoncés. Officiellement, il y a eu celui du Mando. Évidemment, on savait que tôt ou tard on l'aurait, fait que celui-là est annoncé pour le printemps. Et entre-temps, ça n'a pas été une annonce officielle, ça a plus été comme un leak là, d'un magasin américain. Mais dans le fond, ce serait pour des exclusifs à Galaxy's Edge aux États-Unis. Et bon, là, comme tous les autres exclusivités Galaxy's Edge sont en vente chez Target, aux États-Unis en exclusivité, au Canada chez Toys R Us. Mais, fait que dans le fond, le prochain casque... Et en France, chez Micromania. Ah, ok, tu vois. Puis, c'est ça. Le prochain, ce serait étonnamment un personnage qu'on n'a jamais vu à l'écran, même pas jamais vu en BD. La seule autre version, on l'a vu dans 2 livres. Et sinon, il existe aussi en figurine Black Series, donc c'est le Capitaine Cardinal. Ah bah, il est derrière, je l'ai. Puis, tu sais, il faut dire qu'il y a de la gueule aussi, mais c'est ça, c'est quand même une belle surprise, considérant que c'est un personnage qui est très peu connu. Donc, ouais. C'est ça. Fait qu'un beau casque de Stormtrooper version premier ordre et tout en rouge. Donc, pas mal. Ça va être intéressant. Je pense que, vu que c'est une espèce de semi-exclusivité, là, il risque d'être encore plus difficile à trouver. Ça, les exemplaires dispo vont partir comme des petits pains. Ouais, c'est ça. Va falloir être attentif. Bref, côté émission récente, c'est pas très compliqué. On peut rappeler encore une fois notre Star Wars en direct idée cadeau pour Noël, hein, notre tradition annuelle qu'on a refait avec Jean-François et Julien. Donc plusieurs idées intéressantes, dont le livre de l'ami Thibaut. Et nos récents Star Wars en direct série, évidemment, sur les derniers épisodes du Mandalorian. Les plus récents, c'est celui sur la Jedi et celui sur la tragédie la semaine dernière. Donc, a priori, peu apprécié de la communauté, je comprends pas. Quoi, ça, l'épisode? La tragédie, ouais. Ah, je pense que c'est très relatif. Tu vois, je regardais encore récemment les notes sur IMDb et il est plus apprécié que celui d'hier. En notes, là, évidemment, ça vaut ce que ça vaut là, sur IMDb. Mais c'est quand même des milliers de personnes qui ont noté, là, donc... on vous rappelle de venir faire un tour, de joindre la communauté sur Discord. Il y a beaucoup de gens qui joignent ces temps-ci. Je crois que nos appels
au recrutement, si on veut, ont fonctionné. Surtout, il y en a qui... Ça n'arrête pas. Puis les gens soulignent justement que c'est une des seules places où, justement, il n'y a pas nécessairement de discours haineux, si on peut appeler ça comme ça. Où, c'est normal, j'y vais jamais, j'engueule personne encore. C'est ça, exactement. Non, mais tu sais, ça reste qu'il faut le dire qu'on n'a jamais affaire à la police ou à arrêter des chicanes, des choses comme ça. Donc c'est quand même serein. Il y a beaucoup de discussions très intéressantes. Moi, c'est rendu que j'arrive plus à tout suivre là, parce que c'est ça, il y en a juste trop là, sur les différents thèmes. Donc c'est ça. Venez jaser avec nous sur Discord et participer à nos émissions quand on fait ça en direct avec vous. C'est vrai que sur le Discord, moi j'ai mis, il y a beaucoup de monde qui a recruté, les discussions sont animées, mais dans le bon sens. Mm-hmm. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à suivre, j'ai déjà 12 millions de trucs à suivre, mais j'ai juste réussi à mettre une espèce de tag, donc j'ai une pote que je suis et que je troll j'essaye de troller le plus souvent possible, et donc j'ai une petite note à chaque fois qu'elle publie un truc. Ok. C'est bon. Ben écoute, avant d'aller plus loin, Sylvain, on va passer en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, avant d'aller plus loin, on va vous rappeler la politique spoilers. Donc, tout ce qui est disponible par des canaux officiels, c'est pas spoilers, donc publicité ou épisode précédent. Hein, on se rappelle que les personnages qu'on va retrouver cette semaine, ben, on les avait vus, ou en tout cas, on savait qu'on allait les retrouver, là, on les a vus à la fin du dernier épisode. Et, c'est ça, tout le contenu... pour l'instant, on va faire une première partie sans spoilers, rapide. Là, on va donner nos avis et tout ça. Et après, on va vous avertir qu'on passe vraiment en section spoilers pour les rares, à mon avis quand même, qui n'auront pas vu l'émission avant d'écouter notre épisode. Rapidement, le synopsis, toujours aussi succinct. Donc, pour combattre l'Empire, le Mandalorien a besoin de l'aide d'un ancien ennemi. Et comme je disais, ceux qui ont écouté l'épisode de la semaine dernière savent de qui il s'agit. Cette fois-ci, on a une durée de 39 minutes. Précisons que ça inclut quand même le rappel de l'épisode précédent, le générique, tout ça. Et à la réalisation, on a Rick Famuyiwa. Et ceux qui n'ont aucune idée c'est qui, ben, il avait quand même réalisé 2 épisodes de la saison 1. Hein, l'épisode 2 et l'épisode, je crois que c'est 5 ou 6. C'est celui de la prison, là, bref. Et on le voyait aussi à l'écran, c'était un des 3 pilotes de X-Wing qu'on voyait là, vers la fin de l'épisode de la prison. Donc Sylvain, qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sans spoiler, là, de l'épisode de cette semaine? Alors moins fun, parce qu'on n'est pas dans la même ambiance que l'épisode précédent, mais très intéressant, très sympa. C'est un petit côté western avec attaque de diligence, un petit côté infiltration et le plan de l'infiltration qui part en sucette. Franchement, je me suis bien amusé. Je trouve en plus qu'il s'enchaîne très très bien avec le dernier épisode, même si tu sens qu'il y a un trou de quelques jours, tout se passe très bien. J'ai pas noté de problème de mise en scène ou d'effets spéciaux foireux et autres. Ni comme certains des collègues que j'avais vu pour l'épisode précédent, de la luminosité très grise, un truc. Moi, je me suis enchaîné les deux et j'ai pas noté de cette problématique-là. Je me suis quand même bien amusé. Il y a en plus tout le fond que j'aime beaucoup. On y reviendra plus en détail. Donc, un bon épisode. Ben, je suis pas mal d'accord avec toi dans le fond. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. J'aurais aimé ça, là, faire plaisir à je suis en train de chercher le nom sur Twitter. Oups, je l'ai-tu perdu? Super. J'ai perdu, mais dans le fond, il a été noté là, que j'avais tendance à utiliser l'expression que j'avais pas détesté assez régulièrement pour qu'on en fasse des t-shirts. Donc, mais non, cette fois-ci, c'est pas que j'ai pas détesté, c'est que j'ai beaucoup aimé. Donc, un épisode plein de tension, mais aussi de l'action là, à profusion. J'ai remarqué plusieurs surprises là, quand même que j'avais pas vu venir. Plusieurs références au reste du canon.
Donc, une rédemption, hein, ça c'est toujours quelque chose qui fait une bonne histoire. Comme tu as dit, un côté classique western qui marche toujours bien, peu importe la série ou le film dans lequel on retrouve des courses-poursuites là, de style, comme tu dis, diligence ou attaque de train, tout ça. Ça marche toujours. Ouais, c'est ça, c'est classique. Sinon, une Cara Dune de mon cœur, encore une fois. Tu sais, moi, je suis amoureux de Gina Carano, donc... Oui, mais non, mais ça, c'est parce que son nouveau costume, c'est poitrine en avant, c'est ça? Ben, peut-être en partie. Non, évidemment, je la trouve très, très, très jolie avec son petit tatouage sous l'œil. Faut presque, en fait, puis je suis pas le seul. Même ma blonde là aime tellement le concept qu'elle voudrait se faire tatouer ça dans le visage. J'ai dit non, les tatouages dans le visage. Les tatouages au visage. J'ai assez travaillé en prison là que je veux pas de tatouage dans le visage dans mon environnement. Sinon, on a même le retour d'un personnage que j'avais pas du tout aimé la saison précédente, mais que cette fois-ci, à ma grande surprise, j'ai adoré. Fait que bref, c'est ça, j'ai été très agréablement surpris. Et comme tu dis, ça fait un lien parfait avec l'épisode précédent. Donc là, vraiment, ceux qui se plaignaient qu'on partait sur des quêtes par rapport, là, tu sais, des épisodes filler, cette fois-ci, c'est vraiment pas le cas. Quelque chose à rajouter avant qu'on tombe en section spoiler? Là, non. Non, je crois qu'on a... Non, c'est rare. Excellent. Donc, comme on vous dit, là, on va dévoiler les 1001 détails de l'intrigue. Donc, c'est ça. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode, allez l'écouter, c'est excellent. Et revenez voir qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus et qu'est-ce qu'on a peut-être à vous apprendre sur cet épisode-là. Donc, Sylvain, si on y allait avec tes fameux résumés d'épisodes, cette fois-ci, on va y aller en totalité. Donc, peut-être essayer d'être relativement succinct. D'accord. Eh bien, on retrouve Cara Dune, qu'on avait vu dans l'épisode précédent, qui fait des recherches pour récupérer un prisonnier, un ex-tireur d'élite impérial, qu'on avait vu dans la saison 1, Migs Mayfield, qui est devenu donc un criminel et qui est sur une planète prison, une planète furieuse, et il passe son temps à découper du TIE Fighter avec un couteau laser. Donc Cara le récupère, l'amène au pied du Slave One, et on a première belle surprise. Boba Fett a repeinturluré son armure, l'a réajusté, l'a mis. Il est tout beau, il est tout fringant, à tel point qu'on a l'impression que c'est un type qui a peint des figurines Warhammer, qui a redécoré toute son armure, tellement elle est belle et propre, comme un sous-neuf. En fait, la peinture n'était pas encore sec. C'est ça qu'il fallait. C'est ça. Il n'avait pas mis non plus le brillant dessus. Et donc, notre petit Mayfield, alors qu'il est tout content, il voit un Mandalorien, mais c'est pas Mandalo. Donc, il est tout content, sauf que pas de bol, il y a Mando qui descend. Et là, il apprend la bonne nouvelle. Ils ont besoin de lui pour récupérer Grogu, qu'on va continuer à appeler Baby Yoda parce que c'est impossible à prononcer sans bafouiller ce nom-là. Et donc, Mayfield dit que il peut trouver l'emplacement du vaisseau de Moff Gideon, sauf qu'il a besoin d'accéder à un terminal impérial. Et que coup de bol, il en connaît un dans une mine ou une raffinerie, je sais plus exactement, clandestine, sur la planète Morak. Donc, c'est qui exploite un truc, le ridonium, hein, donc en gros c'est la nitroglycérine de Star Wars. Donc ils ont besoin, Mayfield a besoin d'accéder à ce terminal, et comme bien entendu ils peuvent pas non plus débouler dans la raffinerie directement à bord du Slave One, il détourne l'un des transporteurs, un gros transporteur de ce produit. Ils mettent 2 patates aux troopers qui sont là. Mayfield enfile l'uniforme et là il y a déjà un petit problème
parce que la raffinerie est aux mains de... merde, comment ça s'appelle les services secrets, là l'IS Ben, dans le fond, c'est le Bureau de la Sécurité impériale. Par contre, ça, dans l'épisode, ils n'ont BSI. pas traduit le nom, fait qu'ils disent le ISB. D'accord. Donc la raffinerie est aux mains de l'ISB, et ben c'est pas de bol pour tous nos comparses, parce que Fennec elle est connue par l'ISB, Kara tout pareil, Boba s'il retire son casque il va légèrement être grillé, ça va rappeler des souvenirs à plein de monde, donc la seule personne qui peut venir avec Mayfield, c'est Pedro le Mando. C'est ce qui se passe. Donc il y a un échange de costumes, même un échange de casques. Ils montent à bord de Juggernaut 5, si je dis pas de bêtises. Et alors là, il y a un petit, à mon avis, c'est un clin d'œil, parce que les véhicules, c'est pas des Juggernauts qu'on avait vus dans l'épisode 3, mais c'est les noms de code qui leur ont attribués. Le reste de l'épisode, une grosse partie, bien c'est tout simplement d'aller d'un point A au point B à bord du transporteur. Et quand on parlait d'attaque de diligence ou d'attaque de train, c'est exactement ce qui se passe, avec des pirates qui essayent de faire péter les convois. Avec l'arrivée triomphale à la fin, avec des TIE Fighters qui finissent par flinguer les derniers pirates, les saluts martiaux, les applaudissements, les félicitations à l'équipage, tout ça. Une fois qu'ils sont à l'intérieur de la raffinerie, ils se posent un petit problème. Ils sont à 10 mètres du terminal, sauf que pas de bol, entre le terminal et Mayfield et Mando, il y a un officier impérial qui connaît Mayfield. Donc c'est Mando qui y va, et qui, en plus, surprise, le terminal a besoin d'une reconnaissance faciale pour fonctionner. Donc Mando se fait faire une reconnaissance faciale avec un casque. Voilà, c'est ça. Voilà, donc il y a une reconnaissance faciale avec un casque. Il finit par retirer son casque et comme de par hasard, il est alpagué par cette espèce d'officier impérial, cet officier impérial qui rappellera des souvenirs aux adorateurs de Game of Thrones, puisque c'était le roi de la nuit dans les toutes premières saisons. Et c'est là que Mando s'aperçoit que c'est difficile de jouer le Stormtrooper, surtout quand on vous pose des questions. Ouais. Mayfield est obligé d'intervenir pour éviter que la situation n'explose. Il y a une petite discussion philosophique entre Mayfield et cet officier qui a participé à l'opération Cendre. On voit que Mayfield, malgré le fait que c'était un tireur d'élite impérial, on voit qu'il en a gros sur la patate de toutes ces exactions, de toute cette opération Cendre, et malgré les suppliques de Mando, à travers des jolis jeux de tête et de figures défaites, finit par coller un coup de blaster entre les deux yeux de l'officier impérial, et commence à flinguer ses anciens partenaires. Et c'est la petite séquence de la fuite, où Mando et Mayfield sont obligés de se barrer par la fenêtre avec un support de tireurs d'élite que sont Fennec et Kara pour flinguer les Stormtroopers, l'arrivée de Boba en Slave One qui récupère tout le monde, et Boba nous sort le grand jeu pour flinguer les 2-3 TIE Fighters qui les collent au train, une jolie bombe sonique qu'on avait vue dans l'épisode 2, et c'est toujours aussi magnifique. Exact. Une fois ça fait, Mayfield montre pourquoi c'est aussi un sniper lui aussi, et vise les cargaisons de nitroglycérine Star Wars là, pour faire sauter la raffinerie. Tout est bien qui finit bien, ils ont les informations qu'ils ont demandées, et comme finalement Mayfield est pas un salaud, eh bien Kara décide de le faire porter pour mort. Ce qui fait que Mayfield est abandonné comme une grosse merde sur la planète,
sans aucun moyen de communication, ni ressources, ni nourriture, mais il est vivant et libre. Et voilà, on termine l'épisode par un truc assez génial, un petit message vocal envoyé par Mando à Moff Gideon, qui est tout simplement le « Tu me rends mon fils ou je vais te faire sauter les dents ». Enfin, en plus lent et en plus classe. Mm-hmm. Mais ça annonce du très bon. Exact. Merci pour ce résumé toujours aussi agréable. Et entre-temps, j'ai retrouvé le nom de notre fan auditeur sur Twitter. C'est Sylvain Bité ou Bitter, un des deux, j'ai massacré le nom. Mais bref, c'est ça qui jasait avec Loïc sur Twitter et qui notait différentes expressions qu'on a tendance à réutiliser souvent, là, donc qui ferait des beaux t-shirts. Il a pas noté la tienne, Sylvain, où tu dis que de toute façon, les fans de Star Wars, c'est tous des gros connards. Mais moi, non, moi c'est de la merde. Non, moi mon expression favorite c'est de la merde. C'est de la merde, ouais. Effectivement. Et écoute, on a quand même pas mal de choses à jaser sur cet épisode-là. Comme tu dis, même si c'est pas la première chose qu'on voit, la job de peinture de Boba, je veux dire, ça saute aux yeux dès qu'on le voit descendre la rampe. Ouais, moi j'ai pas. En tout cas, moi tout l'épisode à cause de ça, je me disais. Puis, tu sais, il en parle pas. Fait que là, je me disais, vers la fin, il va l'égratigner, puis il va faire « Ah, c'est bon. » Finalement, on n'a rien eu. Ouais, parce qu'il reste en fait, il reste en support aérien dans le cockpit du Slave. Fait que c'est ça, j'ai pas trop compris l'intérêt de la job de peinture sur l'armure de Boba. C'est vrai qu'elle était très, très attaquée là, par l'acide. Mais bon, ça faisait son charme aussi, donc je sais pas, il va peut-être avoir une référence à ça dans l'épisode final. Toi qui es notre fan officiel là, de Boba Fett, ça t'a pas en fait, je suis mitigé. Je suis content que qu'il ait réparé l'armure, qu'il ait réajusté. Il a changé, j'allais dire le t-shirt en dessous, mais il est de couleur noire, je crois. Mm-hmm. Il l'a réparé, il a le casque, je trouvais magnifique. Mais justement, en fait, c'est sur la peinture je comprends le truc. Il l'a retapé, il a fait à neuf. Tu sais, même il a plus l'air boudiné avec le bide en avant. On le voit, on le voit debout et en entier. Il a retrouvé son blaster aussi, son blaster iconique. Ouais. Il a changé de pantalon. Il a toujours la genouillère. J'ai pas fait attention s'il avait ses bottes. Ses bottes, tu sais, celles avec les picots de base. Donc, il s'est retapé un costume en entier. Je le trouve très classe. C'est juste que cette peinture, sans troller nos camarades qui font des petites figurines et même Danny, j'ai l'impression que c'est un mec qui a fait qui a pris la bombe de peinture et qui l'a. Parce que la peinture est super, elle est super mate, t'as l'impression que ça vient à peine de finir de sécher. Et je trouve que ça fait toc en fait. Mm-hmm. Tu sais, comparé à même la première armure de Mando ou celle des Mandaloriens dans la cam, je trouve que la peinture, elle est tellement neuve, tellement mate, tellement propre, que ça fait truc plastique. Alors, effectivement, j'espère qu'il va la salir ou qu'elle va un petit peu morfler dans le prochain épisode, quoi. Mm-hmm. Ouais, comme tu disais, là, il a passé tout l'épisode comme pilote, on va dire. Mm-hmm. Mais ouais, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir une quelconque blague liée à ça ou référence, parce que sinon, je comprends pas l'intérêt du tout. Là. C'est vraiment... Et j'ai l'impression que même les gens qui connaissent pas Star Wars plus qu'il faut, qui ont juste vu les films puis que là ils écoutent la série, même eux ont dû le remarquer, là, tellement c'est frappant. C'est vraiment des couleurs relativement vives, tu sais, puis et c'est ça en fait, il y a un contraste entre son armure, on comprend encore une fois le principe qu'il la retape, mais entre la peinture de l'armure qui claque, tu vois que ça à l'écran en fait. Ouais, exact. C'est dans ces cas-là, pourquoi ne pas avoir pris le temps aussi de retaper
la peinture du Slave One, quoi. Ben, je me suis posé la question justement, effectivement, en regardant le Slave One. Bon, après, ça prend plus de peinture, tu sais. Peut-être pas eu le temps d'aller à la quincaillerie chercher des galons. Mais bon, en tout cas, pour rester sur le Slave One, écoute, moi j'ai été adorablement surpris. L'intérieur du Slave One, quand que toute l'équipe, ça décolle pour la première fois là, de la prison. De la planète pénitentiaire, là, et que t'as tout l'intérieur hein, qui est comme sur un gyroscope, on va dire, là, qui pilote. Ouais, alors moi, j'ai un truc que je ne comprends pas. T'as Boba étant, en gros, il est en haut, dans le cockpit, donc il est en haut de la baie vitrée. Sauf que je me suis jamais aperçu que sur le Slave One, il y a une baie vitrée qui recouvre quasiment toute la face avant, parce que l'équipe est en bas, et tu vois l'extérieur. Effectivement, je l'ai remarqué, je l'ai noté, mais je suis pas allé voir le Slave One en image. Moi, ça m'a tilté. C'est le deuxième truc avec la peinture qui m'a fait tilter durant cet épisode, c'est que l'effet, par contre, était très très bien réussi là. L'effet gyroscopique, parce qu'on se demande toujours comment il fonctionne ce machin-là. Parce que dans l'épisode 2, en fait, on ne voit pas spécialement. Non, on voit juste le cockpit. C'est ça, et on voit pas on voit pas la bascule du cockpit à l'intérieur. Et je trouve que l'effet est très classe. Exact. On comprend aussi que le vaisseau est pas énorme. Vu que là, on voit Boba Fett dans le cockpit et tout ça, là, on comprend que c'est plus gros qu'un chasseur, évidemment, là, mais c'est pas non plus le Faucon. Là, ouais, et même comme le feu, le Razor Crest, qui avait toute une zone de vie, t'as vraiment l'impression qu'il y a le cockpit, la zone où il y avait l'équipage en dessous, qui doit être à peu près circulaire, et a priori, il n'y a rien d'autre, en fait. Mais bon, c'était quand même très cool de nous donner ça comme fanservice, là, de nous montrer ça. Puis, sinon, si on reste sur Slave One, on peut tout de suite parler de la fameuse bombe sonique, là, que on se demandait tous, hein, quand on voit qu'il est poursuivi, on voit Boba qui regarde en tout cas tous les gadgets à sa disposition. Là, on se demande s'il va déclencher cette fameuse bombe que, bon, dans les films on n'a pas vu depuis l'attaque des clones, mais les gens qui jouent au jeu Battlefront 2 l'utilisent de temps à autre. Et ça a été magnifique là, comme spectacle, faut avouer que... Et puis ce bruit caractéristique qui est une musique à mes oreilles à chaque fois. Ah, je me dis que en Dolby Atmos, là, mettons, tu sais, dans une salle, là, ça aurait été... c'est excellent. Ouais, fait que bref, il reste plus. Mais j'étais pas tant déçu que Boba ait un rôle un peu plus secondaire cette fois-ci, parce que le rôle était quand même très très présent dans l'épisode précédent. Donc là, je me demandais, on va-tu tomber dans une série Boba Fett plus que Mandalorian? Fait que je peux pas dire que j'étais si déçu, même si y en a qui ont dénoncé ça un petit peu, là, le fait qu'en fait il fait juste piloter tout le long. Là. Bah ouais, mais c'est un personnage secondaire. Moi, je suis très content du retour du Boba, qui lui a redonné une grande classe, une grande aura. Mais c'est un personnage secondaire. Moi, je préfère que dans l'épisode prochain, il y a un bon gros team-up où ils prennent d'assaut le Moff Gideon, et que chacun a son heure de gloire, et que surtout ils fassent pas mourir Boba, ces enfoirés. Hein ça, je serais très surpris quand même. Ils ont pas intérêt, hein, sinon moi je résilie direct. Juste après l'avoir ressuscité, si on peut dire. C'est ça. Mais c'est un personnage secondaire. Donc un personnage secondaire. Les personnages principaux de The Mandalorian, c'est Baby Yoda et Jean. Ouais. Les autres, c'est des personnages secondaires. On va pas... Parce que déjà, la semaine passée, Robert Rodriguez l'a surutilisé. Là. J'ai réécouté... Avant l'épisode de cette semaine, on s'est réécouté celui de la semaine dernière. Et faut avouer qu'en temps à l'écran, là, Boba était très, très, très présent. Là. C'était l'épisode qui était cerné, qui, en gros, il était découpé sur Baby Yoda qui fait sa transe, là. Et le retour de Boba. Ouais. C'était un épisode pour nous montrer le retour de Boba, et voilà. Ils ont bien fait un épisode. Le premier épisode, c'est je vais récupérer une armure. Donc voilà. C'est vrai. Sinon, écoute, on en a parlé rapidement en partie sans spoiler, là, mais là, c'est
la fameuse séquence d'attaque de diligence ou attaque de train. Mais j'ai pas détesté le fait que ce soit inversé, par contre. Hein, au départ, on s'attend justement à, OK, on va avoir une séquence classique comme dans le film Solo. Mais là, c'est pas ça. Notre équipe, elle prend tout de suite le contrôle du camion et c'est elle qui se fait attaquer et non l'inverse. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Évidemment, les références à Solo sont nombreuses, là, c'est sûr. Mais bon, là, c'est pas du coaxium, c'est du ridonium, hein, c'est ça? Ridonium, ouais. C'est le même principe que de la nitroglycérine. Tu la secoues trop fort, ça pète. Exactement, et ils se sont dit on va transporter ça dans des camions au lieu de mettre ça. C'est ça. Ouais. Mais bon, c'est ça sent parce que Din Djarin dit au début qu'il n'y a rien sur cette planète-là. Donc on peut peut-être pardonner le fait installation impériale récente, un peu improvisée. Ils font avec les moyens. Comme ils disent un truc pas officiel. Mm-hmm. Donc forcément installation minimum, planquée dans un coin. Quand tu vois la tronche de la base. Mm-hmm. C'est vrai qu'elle a l'air toute petite, elle est enfoncée dans la jungle. J'ai bien aimé, même si c'est cliché quand même, l'aspect, c'est un barrage hydroélectrique. Là, c'est classique de tous les jeux vidéo et compagnie, mais je sais pas, ça a toujours un effet visuel intéressant. Puis c'est surtout super bien exploité. Quand ils sortent dehors pour se sauver, t'as l'aspect hauteur là. C'est ça. Quand tu vois les troopers qui se font flinguer dessus et qui tombent haut de la chute, c'est pas mal. Exact. Puis tu sais, toutes les couleurs dans cet épisode-là, c'est ça, entre justement les chutes d'eau, la jungle, les explosions, tout ça. Non, j'ai vraiment adoré. Elles sont très belles, les explosions, je trouve. Oui, moi aussi, j'ai noté ça, effectivement, que c'était super, super réussi. Tu le disais tantôt, autant en termes de mise en scène, effets spéciaux et compagnie. Il y a d'autres épisodes qu'on se dit, ouais, ok, telle chose. Cette fois-ci, je l'ai réécouté ce matin pour une deuxième fois l'épisode. Et je dois avouer là, que c'était nickel. J'ai trouvé ça nickel du début à la fin. Ben moi, il y a peut-être un petit point, je voudrais un petit peu m'attarder là-dessus, c'était j'ai testé, parce que j'avais vu les critiques sur l'épisode précédent, disant que c'était peu lumineux, c'était gris et tout ça. Et j'ai testé parce que sur mon portable, sur mon PC, sur la télé, ma télé est en 4K avec Dolby Vision, HDR, HDR et tout le bordel. Le PC, c'est du 1080. Et j'ai remarqué qu'effectivement, quand tu regardes la série en 1080, c'est moins lumineux, c'est plus gris. Par contre, en 4K, avec le Dolby Vision activé, les couleurs sont beaucoup plus lumineuses, forcément, hein, les contrastes, tout ça. Donc moi, je me pose une question quand même. À mon avis, la série est faite pour être regardée en 4K, et je pense qu'il y a beaucoup de critiques de gens qui disent que c'est gris, que machin. S'ils regardent la série depuis en 4K, donc avec toute l'installation qui va, je leur préconise quand même de faire un tour dans les réglages de leur télé, parce que pour moi, il y a un problème. Et je l'ai testé plusieurs fois, j'ai coupé le Dolby, et en plus sur ma télé j'ai un mode Dolby Vision lumineux et sombre, et je vois quand même à l'œil une différence entre lumineux et sombre. En sombre c'est vraiment c'est sombre, et lumineux c'est vraiment lumineux. Donc je pense que si vous regardez la série en 4K et que vous la trouvez grise, peu fade et lumineuse, réglez votre télé. Ouais, les modes cinéma aussi des fois sont plus c'est ça, virez-moi tous les modes de lissage d'images à la con, les motion cinématiques, machin, là, les trucs qui vous font regarder un film hollywoodien comme si c'était tourné au caméscope. Coupez-moi ça, allez sur les sites, trouvez les bons paramètres. C'est ce que j'ai fait pour ma télé. Ben, tu vois, justement, sur les effets, les choses comme ça, moi, en réécoutant l'épisode, je me suis dit, je vais être très intéressé si on nous parle de cet épisode-là dans les making-of. Parce que être au sol, à un sol fixe, avec leur technologie là, d'écran LED circulaire, on va dire, là, c'est une chose, mais toute la poursuite, là, je veux dire, c'était nickel, là, on sentait l'effet de vitesse, tout ça. Et il y avait quelque chose non seulement en haut, autour du Mando, mais en dessous aussi.
Donc, t'avais toujours la route puis tout ça, là. Donc, je sais pas qu'est-ce qui est numérique, qu'est-ce qui est semi-réel, on va dire. Ouais, si c'est... j'imagine, en plus, je les vois pas avoir mis... construit une maquette, même à l'échelle du Juggernaut. Mm-hmm. Et c'est vrai que quand t'as la séquence où ils rentrent, finalement, dans la raffinerie, où t'as les Stormtroopers, t'as la roue qui a la taille d'un Stormtrooper, quoi. Ouais. Et c'est vrai que... c'est excellent. Même le cockpit, je le trouve très bien fait. Ouais. Ben, tout était... même si, bon, on a un véhicule avec des roues dans Star Wars, là, c'est pas le premier, mais c'est relativement rare. Mais malgré tout, ça faisait très Star Wars. Les designs, tout ça, comme tu dis, le cockpit. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Bon, la petite référence au Juggernaut, comme tu dis. C'est sûr que ça nous fait nous demander pourquoi ils n'ont pas juste réutilisé le modèle qu'on avait. Le gros modèle. C'est ça, on a déjà vu dans Rogue One qui était utilisé pour du transport de prisonniers. Donc, on aurait pu les revoir ici. Mais bon, ceux qu'on a eus étaient très bien avec, comme tu dis, les grosses roues, les gros pneus. Non, moi, j'ai beaucoup aimé les... Puis on le voit souvent rouler justement avec toutes les bosses, évidemment, de la route. Là, donc, tout l'aspect technique là, qu'on peut apercevoir. Donc, non, super séquence. On remarquera aussi, encore une fois, même si c'est subtil, mais on a une nouvelle version de Stormtrooper dans le sens que ces transporteurs-là, ces chauffeurs-là, c'est les casques des tank troopers qui avaient été introduits dans Rogue One. Mais cette fois-ci... je crois que c'est toute l'armure en entier. C'est celle du tank. Mais cette fois-ci, elle est pas blanche, par contre. Dans Rogue One, c'était blanc. Elle est noire. Ouais. Fait que j'ai bien aimé. Et aussi Mando qui se protège en bloquant un coup avec son bras. Mais là, vu que c'est une armure de merde... C'est pas une armure en Beskar. Et c'est vrai que dans cette séquence-là, il a beaucoup de corps à corps. Ouais. Et c'est là où j'avais lu ça sur un autre article. C'est vrai que tu vois que tu comprends tout l'intérêt de l'armure en Beskar. Parce qu'ils ont tendance à foncer dans le tas. Et là, il a aussi tendance à foncer dans le tas, sauf qu'il a pas de Beskar et il galère un peu plus. Ouais, puis jusqu'à la fin, on voit qu'il a mal au bras, à l'épaule et puis au bras, suite à ce coup-là. Donc, j'ai bien aimé ça. Je me suis demandé même s'il allait pas recevoir un coup de blaster un moment donné, juste pour nous montrer que c'est une armure de merde, tu sais, puis que ça ne l'aurait pas protégé, mais bon. Et sur cette séquence-là aussi, on a les Short Troopers de retour. On les avait revus dans des BD, dans des comics, mais à l'écran, c'est la première fois qu'on les retrouve là, depuis Rogue One. Donc, j'ai une petite pensée pour tous les cosplayers qui s'étaient fait ce costume-là et on l'avait pas revu depuis 2000... Rogue One, c'est quoi, 2016? Je crois, ouais. Si je me trompe pas, ouais. Dont Jeff, là, du Space Trash Show au Québec, qui s'est fait un magnifique costume de Short Trooper. Fait qu'ils vont être heureux Puis ça fitait aussi, tu sais, avec la planète. Ouais. On est dans le tropical puis tout ça. Et puis je trouve que c'est finalement c'est bien parce que t'as les troopers en armure blanche qui est le soldat de base. Le tank trooper finalement c'est un peu les pilotes et les conducteurs de tous les véhicules terrestres. Je trouve qu'il y a une certaine logique à chaque fois. Et je trouve ça pas mal. Puis tu sais, c'est le genre d'ajout, comme là, l'épisode d'avant, il y avait le lanceur de patates aussi, comme on dit, là, le mortier, là. Lanceur de mortier, que là, c'était un peu comme le Flame Trooper, mais au lieu d'être rouge, c'était jaune, sur son casque. Mais c'est le genre de subtilité qui me dérange pas. Les gens se plaignaient un peu, là, à chaque nouveau film, qu'il y avait des nouveaux modèles complètement différents. Mais là, tu sais, c'est comme plus des petites adaptations, donc je sais pas. Et puis, il y a... Justement, il y a eu... N'embarque-toi pas, Sylvain. Ah ouais, c'est ça de. Je sais que t'es 6 heures dans le futur par rapport à moi. Mais... ouais, mais il y a quand même une certaine logique parce que c'est une armée et l'armée, t'as besoin d'identifier rapidement les troupes qui sont autour de toi. Donc le fait que oui, ils ont tous la même armure, mais si t'as des marquages de couleurs différents. Tu peux savoir qui fait quoi. Et le fait que, un Stormtrooper avec un casque à moitié jaune, c'est le mec qui s'occupe du mortier. Comme ça, t'évites de lui demander d'aller réparer la bagnole. C'est pas son domaine. Exact. Et je trouve que c'est... déjà, ça me fait des modèles de Black Series en plus à acheter, donc c'est pas mal. Et je trouve qu'il y a une logique. Et
Ben en fait, oui, c'est moi, ça qui est plus logique plutôt que l'inverse. Quand on avait uniquement des Stormtroopers pour faire tout de A à Z dans l'Empire, c'était ça qui était moins logique. C'est ça. Sinon, écoute, on peut peut-être parler acteurs et compagnie, parce qu'on en arrive un peu, c'est ça, quand il arrive à la base avec Bill Burr, donc qui joue Mayfeld, qui vraiment vole le show dans cet épisode-là. Comme je disais tantôt en intro, moi c'est un personnage que j'avais pas vraiment aimé dans la première saison. Une tête de con. Oui, c'est exécrable. Il surjouait peut-être un petit peu tout ça. Alors que cette fois-ci, j'ai vraiment été surpris, j'ai adoré. Rappelons que Bill Burr n'est pas un acteur à la base, c'est un humoriste, un stand-up comique. Donc c'est pas du tout un acteur, c'est un ami par contre de Jon Favreau. On le voyait dans un épisode de l'émission Chef que Jon Favreau faisait, là, où il invitait justement des amis à cuisiner là, avec lui. Et c'est ça, un humoriste. Et cette fois-ci, il joue carrément un soldat avec encore une fois des relents de choc post-trauma. Et j'ai vraiment été très agréablement surpris de cette séquence-là. Moi, personnellement, j'ai quelques amis qui sont j'en ris mais c'est pas drôle là, mais qui sont post-trauma, soit des différentes guerres ou aussi par exemple des agents correctionnels, des choses comme ça, donc des gens qui ont vu des choses horribles. Et j'ai retrouvé ça vraiment, j'ai trouvé que Bill Burr le jouait à la perfection même si c'est lui qui amène le sujet de l'opération Cendre. J'ai trouvé ça super, puis je sais que toi tu lis moins les romans depuis quelques années, Sylvain, mais l'opération Cendre est vraiment en train d'être comment dire, de plus en plus officialisée là, cette fois-ci c'est à l'écran, mais on en a, il y a au moins un roman par année qui sort qui en parle. Fait que c'est ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de majeur. C'est une bonne raison aussi pour les impériaux d'avoir déserté. Donc lui, c'était son cas. Fait que non, j'ai trouvé ça super bien amené. Puis son interaction avec l'acteur, c'est Richard Brake. Celui que tu disais là, qui faisait dans Trône de Fer le roi de la nuit. C'est lui aussi qui faisait le tueur des parents de Bruce Wayne. Wayne, ouais, un homme. Il a une gueule aussi. Une gueule de méchant. Les genres d'acteurs que j'aime bien, les gars à gueule. Ouais, il fait bien aussi dans des westerns, des choses comme ça. Là. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé toute cette scène-là, la tension. On se demande s'il va arriver quelque chose ou pas. Est-ce qu'il va le tuer ou pas? Il est en plein milieu d'une base impériale, est-ce qu'il peut se le permettre? Bon, c'est ça, avec la tête de Mando aussi derrière qui fait non, fais pas le con, fais pas le con. Ouais, qui en revient pas, qui dit rien, mais qui va-tu fermer ta gueule? Mais, ça, faut en parler, Sylvain, écoute, on voit Pedro Pascal le plus longtemps qu'on n'a jamais vu, là, parce que même dans l'épisode 8 de la première saison, on le voyait un petit peu, mais le chat est pas d'accord. Écoute, lui, il l'aime pas, Pedro. Il aime pas Pedro le Mando. Non, moi, j'ai beaucoup aimé Pedro Pascal dans cet épisode-là. C'est un acteur que j'adore, là, de Narcos ou de Trône de Fer, etc. Mais j'ai vraiment été surpris. Puis tu sais, non seulement il enlève son casque, là je me suis dit ça va être juste pour le scan, ça va durer quelques secondes encore. Mais non, il le remet pas après. On a droit à toute une séquence, pas de casque, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai l'impression que puis tu sais, Mayfeld le poussait depuis plusieurs minutes à l'enlever, son casque là, dans le camion, tout ça. Bah oui, il y a tout un... Mais il a raison, Mayfeld aussi, que plus ça devient personnel, puis là, l'enjeu est grand pour un Mando, ben là, plus les principes, ces vieux principes de fanatiques religieux de Mando, là, tu peux t'asseoir dessus. C'est ça. Mais non, j'ai trouvé ça excellent, ce petit aspect-là, aussi quand ils croisent des villageois sur la route. Donc, c'est sa réplique, pour eux, la Nouvelle République ou l'Empire, c'est du pareil au même. C'est kiff bourrico. Fait que non, c'est ça, j'étais content d'avoir enfin un peu de jeu de Pedro Pascal. Dans cet épisode-là, on sait que c'est pas un cascadeur. On peut pas... même son visage, on le voit au travers de la visière du casque là, de Tank Trooper. Je sais pas si t'as remarqué, mais c'était pas assez... c'était pas si teinté que ça. Que sur un gros écran, là, 4K, tout ça, assez illuminé.
on voyait très bien ses yeux là, quand il discutait, soit avec Cara Dune au début. Oui, j'irai regarder ça. J'irai re-regarder ça pour et les amateurs de Ming-Na Wen aussi, que je sais pas si je le prononce comme il faut, là, mais notre Fennec, donc chasseuse de primes maintenant au service de Boba. Pour ceux qui s'en souviendraient pas, c'était Chun-Li dans Street Fighter en 1994. Donc, avant la naissance de plusieurs de nos auditeurs, là, donc dans Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme, c'était Chun-Li. Mais bref, c'est quand même une actrice que j'aime beaucoup. Là, j'avais bien aimé dans Les Agents du Shield et que dans la première saison, on se disait franchement... tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Mais là, cette fois-ci, elle a quand même un peu plus l'occasion de... Ben, la semaine dernière aussi, l'occasion de briller. Et une belle collabo avec Cara Dune aussi, hein. Bah, le concours de tir au pigeon. Ouais. Ben, moi, je me suis dit, ouais, Cara Dune est une bonne tireuse d'élite quand même, considérant qu'elle, c'était pas du tout ça son métier, c'était mitrailleuse. C'est ça. Donc, personnellement, moi, en tout cas, quand j'étais dans l'infanterie, je peux te dire que les mitrailleurs, c'est pas des tireurs d'élite. C'est comme l'inverse. Mais bon. Ah bah non, c'est pas la même utilisation, là. Non, exact. Mais en tout cas, aucun coup manqué, là, ni de l'une ni de l'autre. Mais c'était très bien, cette séquence-là. J'ai quand même beaucoup aimé. Et pour rester sur Gina Carano... Ouais. Et puis pour une fois, quand t'as une séquence de sniper, il y a une vraie concordance entre ce que tu vois dans la lunette et ce qui se passe à l'écran. C'est un truc moi que je reproche à plein de films ou plein de séries où t'as des séquences de tir. Le plus flagrant, c'est dans le film Shooter, où t'as la séquence dans la montagne, où la position, par rapport à la position du tireur et par rapport à ce que la caméra te montre du viseur, c'est pas logique, c'est pas le même angle, c'est même pas la même position. Le tireur est en haut, en face, et la caméra, c'est en bas à gauche. Il y a un problème, les gars. Et là, c'est bien réalisé, c'est bien synchronisé, et ça, c'est pas mal. Disons que personnellement, j'aurais couché les filles au sol. Là. Quand t'es tireur d'élite, tu fais pas ça debout habituellement, là, mais bon, ça serait peut-être ma seule petite critique. Mais sinon, Gina Carano aussi, Cara Dune, que j'ai bien aimé dans cet épisode-là, c'est elle aussi qui pénètre dans le Juggernaut au début là, pour aller assommer les deux Tank Troopers. J'ai quand même bien aimé la séquence. Et je me suis rappelle Chewbacca qui prend le contrôle de la TST. Ouais, puis tu sais, en tout cas, dans la première saison, je n'avais pas trouvé qu'elle brillait nécessairement, mais c'est ça, je l'ai bien aimé, mais comme je te disais, je suis pas objectif, parce que je suis amoureux de Gina Carano, donc c'est... Il est amoureux! Comme toi pour Emilia Clarke, là, tu sais. Ah oui. Qui fait des navets, mais que tu l'encenses, là. Bref. Ben non, des navets. Mais écoute, la fin de l'épisode, par contre, m'a fait réaliser est-ce qu'on se dirige la semaine prochaine vers un combat au corps à corps entre Gina Carano, qui est une ancienne combattante extrême, à ne pas confondre avec une lutteuse, hein, parce qu'il y a quelques épisodes, on a une lutteuse comme Mandalorian, mais tu sais, elle, c'est du spectacle, là, c'est une actrice, on va dire. Ben, pour les Français qui parlent de catch... Mes amis lutteurs seront pas contents d'entendre ce que je dis, mais bon. Gina Carano, bref, c'est une vraie combattante. Et la seconde, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, du Moff Gideon, elle aussi, c'est une spécialiste des arts martiaux. Cette actrice-là, c'est toutes les deux des pros du MMA. Non, là, elle, par contre, c'est pas une combattante là, comme telle, là, mais je sais pas si elle a déjà fait des combats, tout ça. Elle s'appelle Cathy M. O'Brien. Donc, c'est ça, elle joue l'officier des communications là, qui arrête pas de dire à Moff Gideon, il se passe ci ou ça. Mais, fait que là, le fait qu'on aille qu'elle soit là, je me demande si on se dirige pas vers justement un duel avec Cara Dune dans l'épisode final de la semaine prochaine. En tout cas, je serais pas surpris. Ça pourrait être marrant, puis ça pourrait être peut-être une blague méta par rapport à leur carrière hors d'actrice. Parce que c'est un peu comme engager, je sais pas, Jackie Chan ou dans un rôle d'officier des communications. Tu te dis, d'accord. Oui, d'accord. C'est un peu sous-exploité.
Mais bon, on verra la semaine prochaine. Et sinon, c'est ça, en parlant de cette espèce de message-là, comme tu as dit, c'est cool. Ça a l'effet là, un peu badass, tu sais. Mais ça reste que, tu sais, c'est complètement stupide du point de vue tactique, tu sais, je veux dire. Comment perdre l'effet de surprise, tu sais. Envoyer un message qui dit « Hey, je veux dire te péter la gueule! » C'est ça, je m'en viens. Alors les gars, à moins de vouloir provoquer quelque chose, par exemple, si ton ennemi est dans une position défensive inatteignable, tu veux provoquer une sortie ou quelque chose comme ça, bon, là oui, tu peux le provoquer comme ça. Ou alors, est-ce que aussi, c'est vrai qu'ils ont la position du vaisseau, mais est-ce que ils veulent pas, par l'envoi de ce message-là, confirmer que le vaisseau est bien un endroit où, tu sais... Peut-être, ouais. Truc à la con, tu sais, planqué dans le... Comme les mails qu'on a avec des phishing ou des virus planqués dedans, tu sais, tu t'envoies le message, mais tu mets une nana de photo à poil aussi avec pour que le mec des communications il clique dessus et que t'infectes le vaisseau avec un virus à la con. C'est ça, il y a une danseuse Twi'lek dans le... Là, quand il clique dessus, finalement, c'est le Mando qui menace. Ah, d'accord. Bref, on s'égare. Ça, c'est le genre de choses que ça serait drôle de voir, mais que sur Disney+, j'ai certains doutes. C'est peut-être pas sûr qu'on voit ça. Oublions pas que dans la saison finale de Clone Wars, ils ont censuré... on était supposé voir, justement, une peinture de... Voyons, je cherche le nom de l'actrice, mais de Padmé, sur un appareil. Et finalement, ça a été... Sur un appareil? Ça a été enlevé. Ouais, dans le fond, tu sais, les peintures style pin-up là, que les soldats font sur leur appareil, et finalement, ils l'ont enlevé. C'est Anakin qui aurait fait la gueule. Ouais, exact. Mais bon, écoute, c'est ça. Sinon, bref, je sais pas si t'avais autre chose. Moi, c'est vraiment un épisode que j'ai beaucoup aimé. Je suis pas dans les notes, là, puis on va profiter du fait que Thomas est pas là pour pas se forcer à donner une note. Ça. Mais, écoute, ça serait dans mon top quand même des épisodes depuis le début, là. C'est plus même, je dirais, que la semaine dernière. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était le parfait mélange de tension et d'action et de contenu quand même. Et de messages aussi. C'est vrai que moi, là où je voudrais revenir, même si globalement je suis de ton avis, c'est tout le message politique suite qu'à Mayfield, le fait que ce soit lui le repenti avec toutes les exactions qu'il a dû faire pour l'Empire, qu'il a vu. Je trouve que, comme tu disais, c'est aussi le sort que subissent nombre de nos forces de l'ordre et de forces armées qui se prennent dans les dents, les dommages collatéraux qu'on arrive, et pas juste d'une guerre des années 70, mais même des guerres qu'on a actuellement, Afghanistan, Irak, les zones de conflit à la con. Qu'on a par milliers, et puis l'arrogance de cet officier impérial nasillon qui est jusqu'au boutiste, qui en a rien à foutre de rien, mais juste Ben ça, c'est classique des gens qui vivent bien avec ce genre d'acte-là. C'est pas compliqué, ils vont tout simplement ne pas s'étendre là-dessus. Hein. Il lui répond « Oui, mais nous, on leur a survécu. Hein, nous, on est encore là, c'est des héros de l'Empire, donc ça change de sujet, hein, ça passe sur autre chose. Mais pour ceux qui n'auraient pas la moindre idée de l'Opération Sand, c'est quoi, qui n'ont pas joué à Battlefront 2, qui n'ont pas lu les comics et les romans depuis le canon, je vous invite à aller sur la chaîne de Star Wars en direct. On a fait un Star Wars 101 sur l'Opération Sand, donc qui vous explique exactement c'est quoi. Parce que c'était pas mentionné en plus par Mayfield, mais c'était même pas des populations rebelles ou quoi que ce soit. Hein. C'était pas des opérations... Non, c'est des mondes impériaux. En fait, l'opération Sand, c'est à la mort de l'empereur un signal qui est envoyé à un certain type de troupes impériales, pas tous, tout simplement technique de la terre brûlée, de détruire les mondes impériaux. En commençant par les plus fidèles à l'empereur. Donc c'est vraiment là des génocides gratuits là, de A à Z. Donc non, c'est ça, j'ai belle surprise de revoir ça encore une fois. Puis
Puis ça va peut-être inciter les gens justement à aller lire les romans sur la question puis les comics. Donc, fait que si t'as rien d'autre, Sylvain, écoute, je pense que c'est sur ces très bonnes critiques qu'on va conclure l'émission. Honnêtement, on n'avait pas grand négatif à dire. Bah non, hein, à part le petit point tatillon de la peinture de Boba, un très bon épisode avec plein de contenu, plein de références et plein de sous-textes très très actuels sur ce que se tapent nos militaires, encore une fois nos militaires et nos forces armées de par le monde. Donc un très bon épisode qui est vraiment là carrément dans le top 3 s'il devait faire, c'est dans le top 3 des épisodes de Mando sortis jusque là. En tout cas, de quoi nous faire anticiper l'épisode de la semaine prochaine. Si c'est encore mieux que ça, ce sera l'épisode final, non? Ben oui, ça va être le dernier épisode de la deuxième saison. Donc là, il faut un team-up. On les prend tous, on ramène les Bo-Katan, tout le monde. On ramène tout le monde et on va péter les dents à Gideon. Et ça, on peut peut-être mentionner, c'est ça, que effectivement, on peut supposer voir Bo-Katan, mais si je me souviens bien de l'épisode avec Bo-Katan, elle lui disait qu'elle voulait récupérer le sabre noir, mais elle précisait pas à Pedro Mando que c'était Gideon qui l'avait. Donc, c'était mentionné dans l'épisode, mais pas en dialogue entre les deux. Donc, je serais pas surpris qu'on retrouve Bo-Katan et les Mando de son équipe, là, mais un peu de façon fortuite, là, tu sais. Ouais. Et c'est ça qui, moi, j'adorerais en fait qui est cet assemblage, hein, le groupe de Mandaloriens plus Fennec et Cara, plus même, je m'amène Mayfield. Parce que il est pas mal. Ça peut être une sorte de revanche, mais ça ferait vraiment coïncidence à la con. Oh tiens, vous attaquez le Moff le même jour, le même moment et par le même chemin que nous. Je trouve ça un peu à la con. À la limite, je préférerais plutôt un appel de Katan envers Mando via un communicateur et autres, demandant si parce que par exemple Katan a localisé le vaisseau, ils ont reçu des infos et ils se sont aperçus que ça parle du bébé de Grogu et ils préviennent tout de suite Mando en disant on est là, voilà les infos, est-ce que tu préviens, et limite tu vois on les espionnait, on a vu ton message. On est là, si t'as besoin, on est là pour une autre raison, mais on est déjà sur place, quoi. On vous attend pour attaquer, on se synchronise et on fait tout péter. Non, en tout cas, il y a beaucoup d'options, puis on n'a pas bien d'indices tant que ça. On sait on se doute qu'il va l'attaquer, là, mais tu sais, la fin de l'épisode précédent, on savait qu'il allait chercher Mayfield, tout ça. Là, cette fois-ci, faut avouer qu'on sait pas trop. Donc, en tout cas, bien hâte de voir. La semaine va être longue, dans un sens. Une semaine. Surtout que, vu que c'est l'épisode final de la saison, on a deux choix, là. Soit ils arrivent, et en fait, si tu y penses, Gideon, on nous le présente depuis la saison 1 comme le big boss à abattre. On sait qu'il va y avoir une saison 3. S'il le récupère, il faut soit que Gideon se barre, soit qu'il soit abattu. Et si Gideon se barre, il peut aussi se barrer avec Baby Yoda. Donc on se retrouvait avec un bébé Yoda encore en danger, encore séparé, et un an à attendre. Exact. Je serais pas surpris, comme tu dis, là, qu'ils réussissent pas au final à mettre la main dessus la semaine prochaine, parce qu'effectivement, ça viendrait un peu clore quand même l'intrigue. Alors on se dirait, bon, ben, qu'est-ce qu'on va avoir pour la saison 3? Mais c'est ça reste à voir. Je sais qu'il y en a qui souhaitent voir 30 là, dans Mandalorian, j'y crois pas du tout, personnellement. À la limite, dans la nouvelle série qui est annoncée sur Ahsoka, là. Mais dans le Mandalorian, je ne crois pas. Et je ne crois pas non plus que Gideon soit au service de Thrawn, mais pas du tout. Bref, c'est ça. On verra la semaine prochaine, mais ça s'annonce pour être que du bon.
Vraiment, là, les gens qui avaient des doutes sur Mando là, cette saison-ci, je sais pas s'il y a encore des gens qui ont des doutes. Ah bah a priori ici il y en a pas mal qui n'aiment pas, mais comme d'hab moi je continue de penser qu'on n'est pas devant une série mais dans un gros téléfilm interrompu par des coupures pub d'une semaine. ça fait long les coupures publicitaires. Fait que, bref, écoutez, comme toujours, si vous avez des suggestions, des commentaires, des réactions, ben n'hésitez pas à venir jaser avec nous sur Facebook, Twitter, Instagram, Discord, sur YouTube, j'en oublie sûrement, un peu partout. Et n'hésitez pas à partager nos épisodes pour faire croître la communauté. Comme on disait tantôt sur Discord, on peut dire que ça explose quand même récemment. Et il y a plein de gens, des fois, là, qui nous envoient des messages. On vient de découvrir, on est en train de tout se claquer les épisodes. Puis des fois, ça peut être des vieux épisodes de la série Rebels ou des épisodes de littérature, là, etc. Donc, c'est toujours bien le fun de voir que la communauté s'agrandit. Mais c'est ça, on vous invite à nous donner un coup de main en ce sens-là. Donc, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, de la voix du fandom Star Wars. Et que la force soit avec vous.